L'Olympique lyonnais était ce soir aux Pays-Bas pour y défier l'équipe d'Utrecht d'Eredivisie en ouverture à la J1 de cette campagne européenne d'Europa League et victoire de l'OL 1-0 au terme d'un match, les amis. Ne nous mentons pas s'il vous plaît. Au terme d'un match franchement chiant. Alors il y a eu une petite, vingtaine de minutes plutôt un peu mieux on va dire, mais pour tout le reste, qu'est-ce qu'on s'est fait chier, c'était dur, le foot c'est dur quand techniquement t'es pas bon comme ça, c'est vraiment dur, franchement, et c'est parce qu'on est fan de l'OL, mais sincèrement si on était des gens juste neutres, extérieurs à ce côté supporteriste, on dirait tous quel match de merde, mais vraiment quel match de merde. Bref, c'est pas l'essentiel, l'OL lance de la meilleure des façons possibles sa campagne européenne en Europa League, une victoire qui fait très plaisir sur un but de Tessman, une frappe de loin magnifique, c'était l'éclair dans l'obscurité de ce Utrecht Olympique lyonnais, 1-0 et donc l'OL prend 3 points, on rentre à la maison. L'essentiel est assuré et on commence de la meilleure des façons possibles la campagne européenne, donc cette saison 2025-2026. Avant de commencer les gones, parce que je vous le dis, on aura un débrief extrêmement court ce coup-ci, c'était pas un match de fou, donc on ira à l'essentiel, mais avant de commencer, pensez au petit pouce, les commentaires, abonnez-vous, activez la cloche et pensez à booster le contenu si vraiment vous aimez les débriefs de match et si vous aimez ces matchs assez moisis de l'OL, malgré tout en Europa League. Alors commençons par le commencement, à savoir l'histoire du match, c'est parti. Alors ce match entre Utrecht et l'OL, comme je vous l'ai dit, un match franchement très dur d'un point de vue purement footballistique. Waouh, ça pique les yeux, c'est vraiment compliqué. Hein. Déjà que je suis fatigué par mon boulot et mes enfants qu'il faut gérer à la maison, mais quand en plus je me tape un match comme ça le soir, un jeudi soir d'Europa League avec une équipe un petit peu remaniée, une composition un petit peu différente d'habitude, mais techniquement une prestation aussi pauvre. Waouh, qu'est-ce que c'est dur. Ah, c'est dur, franchement c'est dur. Et il aura fallu attendre ce coaching aux environs de l'heure de jeu, peu après, pour que le match prenne enfin une tournure un peu plus sympa, mais durant, je dirais, une heure, techniquement, c'était vraiment une souffrance, quoi. Des pertes de balles de folie, un déchet technique à n'en plus finir, des passes diplomatiques, comme j'aime bien les appeler souvent, des passes latérales à gauche, à droite, en retrait. Je dirais que 3 passes sur 4, c'était ça, des passes diplomatiques, où on prend peu de risques et il y a zéro verticalité, zéro créativité, on se fait chier. Pardon pour la vulgarité les gones, vous m'excuserez pour ça, je l'espère, mais franchement, on sera tous d'accord pour le dire, un match pareil, en termes de foot, vraiment c'est pauvre, c'est extrêmement pauvre. Alors revenons malgré tout, sans faire trop de digression, à l'histoire du match. Ce match qui donc se décompose en deux temps, 1 heure de jeu très pauvre, une demi-heure un peu plus emballante, mais du coup d'envoi jusqu'à la mi-temps, qu'est-ce qu'on voit ? En termes de match, très difficile pour l'OL, qui subit vraiment beaucoup de duels défensifs perdus, parce qu'en face, il faut le dire aussi, l'équipe d'Utrecht, alors techniquement, c'est pas non plus la folie, hein. Il y a un très bon latéral gauche que j'ai repéré, le Marocain El Karouani, qui est très bon, qui a un bon pied gauche, une belle patte gauche, j'aime beaucoup. J'ai vu qu'il a fait 8 passes D en Eredivisie, c'est quand même pas mal du tout. En pointe, ils avaient Sébastien Haller et nous on avait le 4-2-3-1 que maintenant on connaît plutôt bien avec au cage Dominique Graef, Tagliafico qui était capitaine pour l'occasion, Nakate, Mata dans l'axe, à droite Kluivert qui fait un match affreux, mais vraiment le match de Kluivert défensivement, techniquement c'était affreux. Dans le cœur du jeu, un pivot double avec Morton plus le petit de Carvalho qui fait un match sérieux, Morton plutôt effacé par rapport à ce qu'il nous a habitués, je dirais en temps normal. Et devant, Fofana à gauche, Schulz numéro 10 qui était pour moi insuffisant, décevant dans l'animation, dans l'influence sur le jeu, Karabets à droite, comme faux ailier qui se réaxe avec ballon bien souvent, et en pointe Martin Satriano, l'Uruguayen. Alors je reviens donc à l'entame de match que j'évoquais juste avant, entame vraiment difficile, on a beaucoup morflé, on a subi des pertes de ballon, des duels aériens, on a reculé, on a trop subi, et forcément quand tu recules en Europa League, que tu subis, que tu prends des duels aériens 1 fois, 2 fois, 3 fois, tu t'exposes de façon inévitable à des pions, à des buts. Alors heureusement, on n'a pas encaissé, c'est bien, parce qu'en face, il a manqué le geste juste côté Utrecht. Mais vraiment, on a joué avec le feu, quoi. Quelle entame de merde.
une entame vraiment où on subit beaucoup, on est beaucoup trop attentiste, laxiste. On a revu un OL vraiment défensivement naïf, très naïf, et dans les duels battus, mangés physiquement. Et je me suis dit aux environs de la 10e minute de jeu, c'est quand même bizarre quoi. Sur chaque duel aérien, on est mangé. Comment ça se fait? Donc qu'est-ce que j'ai fait rapidement devant le match? J'ai mis effectif de Utrecht, et là j'ai vu la taille des joueurs. Et ben, en fait c'est normal, parce que nous, on a une moyenne de taille à peu près à 1m80, à peu près. 1m80, 1m81. Et eux, ils sont en moyenne à 1m86. Et ce que je vous dis là, ce différentiel physique entre eux et nous, ça m'a sauté aux yeux, quoi. Sur chaque duel aérien, on était tout de suite mis sous pression, on perdait le ballon, second ballon, pareil, on le perdait aussi. Et durant quasiment 10 minutes, l'OL souffre beaucoup. Alors après, heureusement, fort heureusement, les débats se rééquilibrent, l'OL est mieux. C'est pas non plus la folie, c'est pas très très funky. Techniquement, il se passe rien. Il se passe rien, je le dis, à part une séquence. Alors si, il y a eu une belle transition vers le quart d'heure de jeu, où on parvient enfin à trouver dans l'espace Fofana, le très très discret Malik Fofana, qui a encore une fois fait un match moyen, je trouve. Et donc sur une transition, on parvient à toucher Malik, qui prend l'espace, qui dribble du droit, du gauche, centre du gauche, qui trouve Karabets, et la tête totalement ratée qui finit en 6 mètres. Mais c'est quasiment tout. Et à la mi-temps, si je prends les statistiques détaillées de ce Utrecht OL en première mi-temps, on aboutit à ça. Donc on est sur 0,33, écoutez bien, 0,33 expected goals pour l'OL, c'est quasiment nul, quasiment égal à 0. On est sur une seule grosse occasion, je pense que c'est celle de Karabets, 4 tirs, un arrêt du gardien, et c'est tout. Et c'est tout. Vraiment, c'est le strict minimum. Côté Utrecht, c'est pas beaucoup mieux non plus. Donc, à la mi-temps, on se dit tous, moi le premier, je pense que vous c'est pareil, qu'on a affaire à un match comme on en verra beaucoup cette saison avec l'OL. Un match techniquement moyen, ça manque d'inspiration, ça manque de créativité, ça manque de beaucoup de choses. Et pourtant, c'est pas faute d'essayer, parce qu'on a revu cet OL qui voulait appliquer un plan de jeu que maintenant on connaît bien, le fameux 4-2-3-1 sans ballon, ce 4-2-3-1 qui devient avec ballon une forme de 3-4-2-1, avec ce carré dans le cœur du jeu qu'on aime bien voir souvent avec l'OL de Fonseca. Ça, on l'a vu. Alors, bien évidemment, quand on met un numéro 9 devant comme Satriano, ça implique qu'il y ait quelques petits changements tactiques dans l'animation collective. Et là, pas manqué, c'est ce qu'on a vu. On n'a pas revu un carré classique avec, pour faire simple, de Carvalho, Morton, Schulz, plus un quatrième milieu de terrain. On a vu en fait un milieu à 3 avec 2 pivots doubles point de basse de Carvalho qui fait un match relativement propre, plus Morton. Devant eux, Pavel Schulz comme numéro 10. Et très souvent, je pense qu'il y a eu une consigne de Fonseca, on voyait Satriano décrocher, reculer et venir aider, parfois même très très bas. Il y a des phases de jeu où on est en bloc bas. Je mets le screen à l'écran pour illustrer les amis. On est en bloc bas, en phase de relance. On voit Satriano qui vient décrocher vraiment très 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 bas et devenir quasiment ce 4e sommet du carré de Fonseca. Donc, il y a un fil conducteur. On retrouve cette envie d'être bon dans le cœur du jeu, de créer un surnombre. Mais le problème, c'est que quand tu confies la mission d'être le 4e sommet du carré à Satriano, techniquement, dos au jeu, dans les remises simples en une touche, c'est quand même nettement moins bon que Tolisso, et c'est aussi nettement moins bon que Kalismera ou Karabets. C'est pas surprenant. Et ce qui fait que sur plein de séquences de jeu, on veut sortir proprement, on prend le temps, Greif, Nakate, qui veut trouver quelqu'un dans l'axe, mais on manque de justesse technique. Et je pense que si on faisait un focus statistique sur les pertes de ballon dos au jeu en décrochage de Satriano, je pense qu'il a perdu peut-être un ballon sur 2. C'est énorme, c'est beaucoup trop, des prises de balles approximatives où il veut jouer vite, mais il s'en mêle les pinceaux, le ballon part très très loin. Voilà, c'est pas des contrôles de foot de haut niveau, c'est des contrôles fiscaux au mieux, quoi. C'est pas de la qualité plus. Et ça, malheureusement, ça a été durant, je dirais, une mi-temps, la grande limite de l'OL. Un OL qui voulait, je pense, bien faire, qui avait un plan en tête, avec un numéro 9 qui devait décrocher et soulager à la relance nos centraux. Mais malheureusement, entre la théorie
et l'application, il y avait un gros écart technique, ce qui a pénalisé beaucoup l'OL, bien malheureusement. Alors il faut aussi dire, à la décharge de nos joueurs, c'est que l'animation, qu'on aime bien, elle a été un petit peu aussi handicapée, pénalisée par les profils qui ont été alignés. Alors turnover oblige, évidemment je ne critique pas les choix de Fonseca qui a dû composer entre la Ligue 1 et l'Europa League, mais quand tu débutes avec des latéraux qui sont Tagliafico à gauche, plus à droite Kluivert, c'est pas étonnant qu'on ait des côtés relativement moyennement bien animés. Et le côté droit, pour moi, il a beaucoup pâti de l'absence d'apport de Kluivert. Techniquement, Kluivert, il fait un match franchement horrible. C'est horrible. Des prises de balles, c'est moyen. Mais là, en plus, en tant que latéral droit, où il faut combiner avec Karabets, apporter un surplus, créer un décalage, il n'a pas vocation à faire ça, ça se voit clairement, c'est pas son profil de jeu préférentiel. Et je dirais que malheureusement, l'OL a pâti de ça. L'OL a souffert de ce manque de propositions à droite, sur les côtés, et dont a tant besoin Karabets. Parce que pour le coup, Karabets, c'est pas le profil de joueur qui va prendre le ballon et sur du 1 contre 1 faire mal. Je pense qu'en termes de vélocité, de puissance et dynamisme et de vitesse, il n'a pas les qualités physiques, le Tchèque, pour être vraiment un joueur de 1 contre 1. C'est pas ce profil-là du tout. Moi, quand je l'ai observé durant le mercato, avant qu'il ne signe chez nous, j'ai vu quasiment tous ses matchs à l'Euro U21. Il évoluait comme numéro 10 purement axial dans un 3-4-1-2. Et là, dans ce match-là contre Utrecht, on demande à Karabets d'être le faux ailier droit qui va prendre le ballon du gauche et temporiser, contrôler, gérer le match. Alors, il peut le faire, mais dans le 1 contre 1, c'est insuffisant. Et c'est là où on voit que tout l'apport d'Ainsley Maitland-Niles est tellement important. On peut le critiquer, hein. Moi, il y a plein d'aspects qui chez l'anglais me saoulent, parce qu'il est parfois un petit peu laxiste, tête en l'air, des trous d'air phénoménaux, des moments de déconnexion mentale, mais malgré tout, l'apport collectif de Maitland-Niles, il est trop important. C'est le joueur qui permet à Karabets de se réinsérer dans le cœur du jeu en prenant le côté droit et donc de faire de Karabets un quasiment second numéro 10 avec soit Tolisso, soit Mera, soit Schulz. C'est trop important. Et ce soir, moi j'ai vu un Karabets malheureusement isolé dans du 1 contre 1 et il ne parvenait pas à faire de vraies différences. Ce qui fait qu'on a eu un jeu, encore une fois un peu comme contre Angers, un jeu un petit peu en U. On a ressuscité le U de Genesio avec cette forme de possession très très stérile, mais en termes de créativité, c'était quasiment le néant. Il ne se passait rien, en tout cas rien de vraiment transcendant et intéressant. Et ça, clairement, c'est pour moi l'une des 2-3 grandes déceptions du match. L'absence d'influence sur le jeu de Karabets et de Schulz, même si en seconde mi-temps, ils ont fait un petit peu mieux, faut le dire quand même, faut relativiser. Mais je trouve qu'en termes d'influence sur le jeu, Pavel Schulz, Karabets, c'est pas assez. C'est les deux profils qui, peut-être, sont les plus créatifs, entre guillemets, de l'OL à l'instant T. Alors si tous les deux sont plutôt neutres en termes d'apport footballistique, qu'est-ce qu'on fait ? Il n'y a plus beaucoup de solutions malheureusement. Il faut que les deux en fassent plus, qu'ils hissent leur niveau de jeu. Et Pavel Schulz, c'est peut-être même clairement l'une de mes 2-3 déceptions du match. C'est pas assez. Techniquement, c'est pas assez. Trop de contrôle américain. Voilà, c'est un profil qui est particulier, c'est vrai. Moi, je le défends souvent en disant qu'il a un profil de 9,5 plus que de 10. C'est pas tellement un profil de constructeur créatif, mais plus un profil de soutien au numéro 9. Mais malgré ça, techniquement, en face, c'est pas la Roma, c'est pas Porto, c'est pas le Bayern, c'est Utrecht. Et tu dois quand même faire plus que ça, techniquement, contre une équipe qui n'est pas un cadre européen. Donc, je suis très très déçu. Parce que d'un point de vue technique, footballistique, j'espérais voir un match de Pavel Schulz nettement plus haut en termes de performance technique. Et j'ai un arrière-goût, je suis sur ma faim, je me dis que voilà, c'est pas un match transcendant, je voulais plus de sa part, et en termes d'influence sur le jeu, ça reste relativement minime, malheureusement. Bon, et puis après, en seconde mi-temps, comme je vous l'ai dit, le match reprend, durant, je dirais, un quart d'heure, alors, en termes d'intensité, de volonté, c'est un peu mieux pour l'OL. Il y a plus de rythme, alors pas non plus, c'est pas un match de LDC, c'est pas un match de Première Ligue, malheureusement, mais c'est un peu mieux quand même. Mais ce qu'on peut dire, c'est que globalement, même si le curseur intensité, pressing, dynamisme est monté d'un tout petit cran, d'un demi-cran, d'un petit cran pour l'OL,
Le niveau technique, lui, n'a pas augmenté, mais alors pas du tout. Autant de déchets, des prises de balles, franchement, moyen, quoi, très très moyen. Bien souvent, on dit l'animation c'est bien, c'est beau à voir, on joue bien, c'est huilé les uns par rapport aux autres. Oui, c'est vrai. Le foot, c'est une animation collective. Mais avant toute chose, le foot, ça reste un rapport du pied du joueur au ballon. Qu'est-ce que tu fais du ballon quand tu l'as entre les pieds? Est-ce que tu as la subtilité, la finesse technique pour faire de vraies différences quand le temps et l'espace se réduisent? Ça, c'est l'une des phrases que souvent j'emploie en vidéo, mais c'est tellement vrai. C'est tellement vrai en fait. Le foot, ça reste avant tout un rapport technique. Et dans ce match contre Utrecht, comme contre Angers malheureusement, on a vu un OL qui applique une forme d'animation qu'on a maintenant apprise par cœur. C'est bien, mais collectivement, avec le ballon et aussi individuellement, qu'est-ce que tu en fais? Pas grand-chose, quoi. C'est parfois sérieux, mais c'est souvent tristoun. Ça manque de folie, de créativité. Voilà, j'ai envie de dire, laissez parler la magie, laissez s'exprimer les magiciens, s'il y en a encore à l'OL, je l'espère, qu'on ait plus d'inspiration, parce que le foot scolaire, où on récite mécaniquement, machinalement un plan A, c'est bien, c'est des repères pour les joueurs. Mais dans ces matchs-là, où on a très peu de marge de manœuvre, il faut que entre guillemets, les artistes, s'il y en a à l'OL, ce qui n'est pas sûr, qu'ils fassent la différence. Et dans ce cas de figure-là, Karabets, Pavel Schulz et aussi Malik, Fofana, attention, parce qu'il fait un match, là encore, moyen, je trouve, mais c'est à eux de faire la différence. C'est pas à Morton de la faire, c'est pas non plus à Tessman de la faire en théorie, c'est à eux devant, c'est eux qui ont le pouvoir créatif entre les pieds, et c'est à eux de faire changer le cours du match. Et malheureusement, encore une fois, je reste sur ma faim à ce niveau-là. Alors en fin de match, comme je vous l'ai dit, le coaching fait une vraie différence et il faut souligner l'apport positif du banc qui, une fois n'est pas coutume, apporte un second souffle à un OL qui patine et le but de Tessman, frappe pleine lucarne du droit, presque coup du pied intérieur, c'est un petit peu entre les deux, magnifique. Voilà, c'est l'instant de grâce dans un match franchement triste, très triste. Et c'est le but qui fait du bien. Il libère l'OL, on ouvre le compteur, le plus dur est fait. Et j'ai fait un tweet lorsque Tessman marque, j'ai dit waouh, super, c'est l'éclair de génie, c'est le phare dans l'obscurité du match contre Utrecht. Maintenant, on verrouille, on prend 3 points, on se casse de là et on passe à autre chose vivement. Et ben c'est ce qui s'est produit et c'est bien, tant mieux. L'OL a su maintenir le score, c'était pas non plus un match de folie. En fin de match, c'était pas une grande maîtrise, c'était pas l'extase footballistique, toujours pas malheureusement, mais au global, je pense que l'OL mérite plutôt sa victoire. Un nul n'aurait pas été non plus un scandale, mais ce qu'il faut retenir, c'est que malgré ce match extrêmement terne, en termes de contenu, on repassera, malheureusement, mais en termes de logique comptable, l'OL prend 3 points, l'OL lance de la meilleure des façons possibles sa campagne européenne en Europa League, et après tout, dans un OL low cost qui joue avec des moyens restreints, n'est-ce pas là l'essentiel et le principal? Je pense que oui. Alors pas malheureusement, c'est comme ça, il faut s'y faire, il y aura plein de matchs, mais c'est le principal, et d'un point de vue purement comptable, je pense qu'on peut tous aujourd'hui s'en contenter, et ça nous rappelle que à la fois en Ligue 1, 12 points sur 15, c'est quasiment, je le pense, une surperformance quasiment miraculeuse au vu des carences techniques et de profil des joueurs que l'on a sous la main, que Fonseca a sous la main, et faire une entame comme ça en Europa League en allant gagner à Utrecht, ma foi, c'est quand même pas mal du tout. Sur 6 matchs joués, l'OL fait 5 victoires et 1 défaite. Europa League et Ligue 1 confondus, c'est quand même positif. Retenons ça, si tout n'est pas parfait d'un point de vue créatif, technique, c'est mon exigence qui parle, malgré tout, on prend des points, on avance. Et dans ce contexte-là où l'OL a peu de moyens et où il faut faire attention à quasiment tout pour être dans les clous d'un point de vue budgétaire, qui l'eût cru, qui aurait parié que l'on ferait un tel départ? Je vous le dis franchement, pas moi, mais vraiment pas du tout. Donc voilà, restons, je dirais, objectifs. D'un point de vue foot, on repassera, mais le principal, c'est qu'on avance et qu'on prenne des points d'un point de vue comptable. Allez, on enchaîne. Deuxième thème de la vidéo, les tops et les flops du match. Alors, top du match, c'est vraiment difficile parce que après un match comme ça où on s'est fait chier durant 3 quarts du temps, pour trouver un joueur qui m'a plu,
C'est vraiment chaud patate, c'est vraiment difficile. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux dire que si vraiment je suis extrêmement sympa, je peux vous dire que j'ai aimé plutôt le match défensif de Niakhaté, qui est encore une fois solide, un peu comme ce qu'il fait en Ligue 1, un match très sérieux de sa part. Je peux dire aussi, mention d'encouragement pour le petit de Carvalho qui fait un match sérieux, même s'il y a beaucoup de passes en retrait. Mais à part ça, un match sérieux, match propre. Un gamin comme ça qui joue en Europa League, qui a peu d'expérience et de référence au plus haut niveau, qu'est-ce qu'on peut attendre de lui de plus qu'un match sérieux où il prend les ballons, il en perd très peu et prend peu de risques. Je pense qu'il a fait le taf, donc je dirais mention honorable pour le petit de Carvalho. Niakhaté est pas mal du tout, et après, ma foi, c'est c'est quasiment tout. Qu'est-ce que je peux dire de plus, les amis? Franchement, c'est quasiment tout. Voilà, on peut aussi souligner, malgré le déchet technique XXL, l'abnégation, le courage, la bonne volonté de Martin Satriano. C'était plutôt bien d'un point de vue mentalité et sens des efforts, mais d'un point de vue foot, c'était tellement laborieux. Mais mon vrai top du match, dans le fond, c'est l'apport du banc. Alors, pas tout le banc, mais l'apport du petit Moreira, qui est percutant, et comme dit mon ami Joe sur Twitter, a apporté plus de vitamine C. Ça a fait du bien en termes de verticalité à l'OL qui en manquait cruellement durant un bon bout de temps du match. Et aussi, soulignons-le, l'apport de Tessman qui fait une entrée qui change le cours du match. Il met un beau but, il stabilise le cœur du jeu. Vraiment, Tessman, c'est l'homme en forme actuellement à l'OL. Et je dirais que donc, au global, le banc fait un peu la différence, même carrément la différence aujourd'hui. C'est pour moi le vrai top du match. Je dirais le banc, Niakhaté et mention honorable à De Carvalho et pour l'intention à Martin Satriano. Pas plus, pas moins. Maintenant, en termes de flop, alors là, les flops, les amis, waouh! Qu'est-ce qu'on peut dire? D'un point de vue technique, il y a eu tellement de trucs qui m'ont crevé les yeux. J'ai pleuré du sang durant un bon bout de temps du match, mais je dirais qu'au global, sur ce qu'il fait, le match de Kluivert, un match horrible. Techniquement, c'est horrible. Alors sans pour autant le flinguer, Kluivert, on n'est pas là pour ça. Ça fait à peine 2 mois qu'il est là à l'OL. Mais d'un point de vue technique et défensif, c'est chaud. C'est chaud, honnêtement, c'est vraiment chaud. J'ai revu des petits flashbacks du Vietnam, de Lindsay Rose, de Kenny Tété à l'époque de l'OL. Franchement, c'est pas bon, quoi. C'est pas bon du tout. 4 millions pour Kluivert. Alors, sans refaire l'histoire, évidemment, il peut progresser, s'améliorer, il a le temps. Voilà, ça reste malgré tout un plutôt jeune joueur. Mais ce qu'on a vu sur les quelques bouts de match en prépa contre Angers et contre Utrecht, c'est faible. C'est vraiment faible. Techniquement, le ballon n'est pas son ami. C'est pas un poète, un esthète du jeu, l'ami Kluivert. Mais défensivement, pareil, c'est pas non plus irréprochable. On verra ce que l'avenir réservera avec lui. Mais pour l'instant, je suis vraiment un petit peu interpellé par le niveau qu'il affiche et en Ligue 1 et donc ce soir en Europa League. Donc flop du match, je dirais Kluivert. Ça me paraît plutôt mérité. À vous de me le dire en commentaire. Quel est selon vous le top et le flop du match entre Utrecht et l'OL? Et donc on passe maintenant au 3e thème rapidement de la vidéo. Troisième thème donc, c'est un petit débat que je vous pose les amis. J'ai dit contre Angers, en débrief de match, que l'OL avait touché des crampons, du bout des crampons, une forme de plafond de verre. Et certains m'ont dit, Mika, il faut attendre, c'est vrai, il faut être patient, ne faisons pas de conclusions hâtives sur le vrai niveau et ce que peut faire oui ou non l'OL, mais je pense que le match de ce soir confirme une seconde fois, après Angers, toutes les limites, les carences et le plafond de verre de l'OL en termes techniques, footballistiques et en termes de profil de joueurs. Et là, j'ai un point de vue qui est clair. Moi, j'aime beaucoup l'animation collective de l'OL sous Fonseca. J'aime bien ce 4-2-3-1 théorique qui, avec ballon, constitue un carré dans le cœur du jeu, avec l'apport de Karabets qui se réaxe, Satriano qui décroche. Très bien. Moi, j'aime bien ce football-là. C'est un foot qui est intelligent. C'est un foot qui est liquide, au sens philosophique du terme. Un foot où chacun a une position qui bouge au fil du match. C'est intéressant, c'est stimulant d'un point de vue foot. Mais, le grand mais, c'est que, est-ce que Fonseca
a vraiment toutes les armes pour le faire? Non, évidemment que non. Et ce soir, on l'a vu. Il y a des phases de jeu où ce schéma, l'animation s'articule bien, mais il manque tout le temps un petit truc pour être vraiment très très propre et sortir proprement, techniquement, les ballons sous pression. Et je pense que typiquement, il manque à Fonseca un numéro 9 voilà, qui pourrait décrocher, qui pourrait être bon dans les remises, dos au jeu, en une touche. Alors, sans forcément comparer l'incomparable, mais un profil façon Kabenwebe, Karim Benzema, un profil façon Lacazette, des joueurs qui sont à l'aise balle au pied, dans les petits espaces pour combiner, ça manque. Satriano, il est extrêmement généreux. D'ailleurs, j'y pense, les gars, j'en ferai une vidéo d'ici quelques heures pour en parler avec vous en détail. L'Uruguayen, il est extrêmement généreux. Des courses, intensité, du pressing, du mouvement. Franchement, là-dessus, il est irréprochable. Mais techniquement, on l'a vu ce soir, c'est pénalisant. Et je pense même presque que l'animation sans numéro 9 est plus positive pour nous que celle avec numéro 9. Parce que l'OL a un manque clair, criant de créativité, de qualité technique sous pression. Et l'animation en carré avec ballon, elle avait le mérite de masquer en partie les carences techniques de l'OL en créant dans le cœur du jeu du surnombre par le carré. Et là, je me dis que l'animation avec un numéro 9, alors face à un bloc bas qui laisse le ballon à l'OL, pourquoi pas? Tu as un 9 qui va fixer les défenses, c'est intéressant. Mais quand tu joues une équipe comme ça, où tu as peu de marge de manœuvre, où c'est plus compliqué et plus tendu sous pression, je pense presque que l'animation sans numéro 9 est la plus pertinente. À vous de me le dire en commentaire, les gones. Pour moi, l'OL a touché une nouvelle fois son plafond de verre, ses limites actuelles. Alors évidemment, dans le foot, on peut toujours progresser. Si Satriano met en Ligue 1 10, 12 buts, en Europa League 3, 4, 5 buts, je dirais mea culpa, c'est très bien. Et pour lui, saison réussie, ce serait bien. Mais j'ai le sentiment que d'un point de vue technique, sur les côtés, le manque de joueurs forts dans le 1 contre 1, dans l'attaque de l'espace, à part Malik et le petit Morera. En pointe, le manque de qualité sous pression, dos au jeu, en remise, en appui remise de Satriano. Tout ça, c'est autant de paramètres qui font que l'OL a de vraies limites. Et en dehors du 11, qui est maintenant plus ou moins connu, qu'on a vu notamment contre l'OM, dès que l'on retire 1, 2 ou 3 éléments importants du 11 de Fonseca, malheureusement, on est vite, mais vraiment très vite, en galère. C'est pour moi, en tout cas, aujourd'hui, l'une des leçons du match. L'OL veut jouer un foot intéressant, l'OL n'a pas toujours les moyens de le faire, malheureusement. Maintenant, on connaît Fonseca, il a un petit côté dogmatique, il aime bien son plan de jeu qui est super intéressant, il le mettra en place quasiment tout le temps, j'imagine, et il y aura beaucoup de matchs comme Angers, comme Utrecht qui se joueront à un but d'écart. D'ailleurs, 2 fois 1-0, c'est pas tout à fait anodin, comme dirait l'ami Chérou. Je pense qu'on a devant nous des matchs comme ça qui vont se répéter, où l'OL sera souvent sur un fil, sur la crête, et ces matchs basculeront du bon ou du mauvais côté si par bonheur, devant, on a 1 ou 2 éléments qui feront la différence, qui vont réussir à sublimer l'animation collective de l'Olympique Lyonnais, version Paulo Fonseca. Voilà en gros les gones, tout ce que je voulais vous dire. Débrief plus court que d'habitude, encore que ça peut se discuter. On se retrouve, je pense, demain, après-demain, pour une vidéo surprise sur Satriano, l'apport tactique et technique du joueur. Et j'irai au stade Pierre-Mauroy soutenir nos joueurs contre le LOSC de Bruno Genesio. Un match vraiment intéressant. Je serai en tribune latérale derrière le banc de l'OL et de Fonseca. Je pourrai scruter attentivement ce qu'il se passera en bord de pelouse. Ciao ciao les gones, portez-vous bien. Je vous embrasse toutes et tous et allez l'OL plus que jamais. Ciao ciao.